Correspondance, Martine Jacob. Voici une deuxième émission consacrée à Arthur Rimbaud et aux lettres émouvantes, déchirantes même, qu'il écrit à sa sœur Isabelle. Nous sommes en 1891. Arthur Rimbaud va mourir dans quelques mois. Il souffre alors d'un cancer du genou. Il a été amputé d'une jambe. Il craint l'amputation de l'autre jambe. Et il s'inquiète de son statut d'insoumis qui pourrait le conduire en prison. Arthur Rimbaud écrit à sa sœur. Marseille, 2 juillet 91. Ma chère sœur, j'ai bien reçu tes lettres du 24 et du 26 juin et je reçois celle du 30. Il ne s'est jamais perdu que la lettre du 10 juin et j'ai tout lieu de croire qu'elle a été détournée au bureau de poste d'Attigny. Ici, on n'a pas l'air du tout de s'occuper de mes affaires. C'est une bonne idée de mettre toutes vos lettres à la poste ailleurs qu'à Roche, et de façon à ce qu'elles ne passent pas par le bureau de poste d'Attigny. De cette façon, vous pouvez m'écrire tant que vous voudrez. Quant à cette question du service, il faut absolument savoir à quoi s'en tenir. Faites donc le nécessaire et donnez-moi une réponse décisive. Pour moi, je crains fort un piège et j'hésiterai fort à rentrer dans n'importe quel cas. Je crois que vous n'aurez jamais de réponse certaine. Et alors il me sera toujours impossible d'aller chez vous, où je pourrais être pris au piège. Je suis cicatrisé depuis longtemps, quoique les névralgies dans le moignon soient toujours aussi fortes, et je suis toujours levé, mais voilà que mon autre jambe se trouve très faible. Est-ce à cause du long séjour au lit, ou du manque d'équilibre? Mais je ne puis béquiller plus que quelques minutes sans avoir l'autre jambe congestionnée. Aurais-je une maladie des os? Et devrais-je perdre l'autre jambe? J'ai très peur. Je crains de me fatiguer et j'abandonne les béquilles. J'ai commandé une jambe de bois. Ça ne pèse que 2 kilos, ça sera prêt dans 8 jours. J'essaierai de marcher tout doucement avec cela. Il me faudra au moins 1 mois pour m'y habituer, peu à peu. Et peut-être que le médecin, vu les névralgies, ne me permettra pas encore de marcher avec cela. Quant à une jambe élastique, c'est beaucoup trop lourd pour moi à présent. Le moignon ne pourrait jamais la supporter. Ce n'est que pour plus tard. Et d'ailleurs, une jambe en bois fait le même profit. Ça coûte une 50aine de francs. Avec tout cela, fin juillet, je serai encore à l'hôpital. Je paye 6 francs de pension par jour à présent et je m'ennuie pour 60 francs à l'heure. Je ne dors jamais plus de 2 heures par nuit. C'est cette insomnie qui me fait craindre que je n'ai encore quelques maladies à subir. Je pense avec terreur à mon autre jambe. C'est mon unique soutien au monde. Quand cet abcès dans le genou a commencé au Harare, cela a débuté ainsi par quelques 15 jours d'insomnie. Enfin, c'est peut-être mon destin de devenir Cudjat. À ce moment, je suppose que l'administration militaire me laisserait tranquille. Espérons mieux. Je vous souhaite bonne santé, bon temps et tout à vos souhaits. Au revoir. Arthur Rimbaud. Voici une autre lettre écrite par Arthur Rimbaud à sa sœur Isabelle à Marseille le 15 juillet 1891. Ma chère Isabelle, je reçois ta lettre du 13 et trouve occasion d'y répondre de suite. Je vais voir quelle démarche je puis faire avec cette note de l'intendance et le certificat de l'hôpital. Certes, il me plairait d'avoir cette question réglée, mais hélas, je ne trouve pas moyen de le faire, moi qui suis à peine capable de mettre mon soulier à mon unique jambe. Enfin, je me débrouillerai comme je pourrai. Au moins avec ces 2 documents, je ne risque plus d'aller en prison, car l'administration militaire est capable d'emprisonner un estropié, ne fût-ce que dans un hôpital. Quant à la déclaration de rentrer en France, à qui et où la faire? Il n'y a personne autour de moi pour me renseigner, et le jour est loin où je pourrais aller dans des bureaux, avec mes jambes de bois, pour aller m'informer. Je passe la nuit et le jour à réfléchir à des moyens de circulation, et c'est un vrai supplice. Je voudrais faire ceci et cela, aller ici et là, voir, vivre, partir. Impossible.
Impossible au moins pour longtemps, sinon pour toujours. Je ne vois à côté de moi que ces maudites béquilles. Sans ces bâtons, je ne puis faire un pas, je ne puis exister. Sans la plus atroce gymnastique, je ne puis même pas m'habiller. Je suis arrivé à courir presque avec mes béquilles, mais je ne puis monter ou descendre des escaliers. Et si le terrain est accidenté, le ressaut d'une épaule à l'autre fatigue beaucoup. J'ai une douleur névralgique, très forte, dans le bras et l'épaule droite. Et avec cela, la béquille qui scie les selles. Une névralgie encore dans la jambe gauche. Et avec tout cela, il faut faire l'acrobate tout le jour pour avoir l'air d'exister. Voici ce que j'ai considéré en dernier lieu comme cause de ma maladie. Le climat du Harar est froid de novembre à mars. Moi, par habitude, je ne me vêtais presque pas. Un simple pantalon de toile et une chemise de coton. Avec cela, des courses à pied de 15 à 40 km par jour, des cavalcades insensées à travers les abruptes montagnes du pays. Je crois qu'il a dû se développer dans le genou une douleur arthritique causée par la fatigue et les chauds et froids. En effet, cela a débuté par un coup de marteau, pour ainsi dire, un coup de marteau sous la rotule. Un léger coup qui me frappait à chaque minute. Vint ensuite le gonflement des veines tout autour du genou qui faisait croire à des varices. Je marchais et travaillais toujours beaucoup, plus que jamais, croyant à un simple coup d'air. Puis la douleur dans l'intérieur du genou a augmenté. C'était à chaque pas comme un clou enfoncé de côté. Je marchais toujours, quoique avec plus de peine. Je montais surtout à cheval et descendais chaque fois presque estropié. Puis le dessus du genou a gonflé, la rotule s'est empâtée, le jarret aussi s'est trouvé pris, la circulation devenait pénible et la douleur secouait les nerfs jusqu'à la cheville et jusqu'au rein. Je ne marchais plus qu'en boitant fortement et me trouvais toujours plus mal. Mais j'avais toujours beaucoup à travailler. Forcément. J'ai commencé alors à tenir ma jambe bandée de haut en bas, à frictionner, à baigner, sans résultat. Cependant, l'appétit se perdait. Une insomnie opiniâtre commençait. Je faiblissais et maigrissais beaucoup. Vers le 15 mars, je me décidai à me coucher, au moins à garder la position horizontale. Je disposais un lit entre ma caisse, mes écritures et une fenêtre d'où je pouvais surveiller mes balances au fond de la cour. Et je payais du monde de plus pour faire marcher le travail, restant moi-même étendu, au moins de la jambe malade. Mais jour après jour, le gonflement du genou le faisait ressembler à une boule. J'observais que la face interne de la tête du tibia était beaucoup plus grosse qu'à l'autre jambe. La rotule devenait immobile, noyée dans l'excrétion qui produisait le gonflement du genou et que je vis avec terreur devenir en quelques jours dure comme de l'os à ce moment. Toute la jambe devint raide, complètement raide. En 8 jours, je ne pouvais plus aller au lieu qu'en me traînant. Cependant, la jambe et le haut de la cuisse maigrissaient toujours. Le genou et le jarret gonflant, se pétrifiant, ou plutôt s'ossifiant, et l'affaiblissement physique et moral empirant. Fin mars, je résolus de partir. En quelques jours, je liquidai tout à perte. Et comme la raideur et la douleur m'interdisaient l'usage du mulet ou même du chameau, je me fis faire une civière couverte d'un rideau que 16 hommes transportèrent à Zeila en une quinzaine de jours. Le second jour du voyage m'étant avancé loin de la caravane, je fus surpris dans un endroit désert par une pluie sous laquelle je restai étendu 16 heures sous l'eau, sans abri et sans possibilité de me mouvoir. Cela me fit beaucoup de mal. En route, je ne pus jamais me lever de ma civière. On étendait la tente au-dessus de moi, à l'endroit même où on me déposait, et creusant un trou de mes mains près du bord de la civière, j'arrivais difficilement à me mettre un peu de côté pour aller à la selle sur ce trou que je comblais de terre. Le matin, on enlevait la tente au-dessus de moi et on m'enlevait. J'arrivais à Zeila, éreinté, paralysé.
Je ne m'y reposais que 4 heures. Un vapeur partait pour Aden, jeté sur le pont sur mon matelas. Il a fallu me hisser à bord dans ma civière. Il me fallut souffrir 3 jours de mer sans manger. À Aden, nouvelle descente en civière. Je passai ensuite quelques jours chez M. Tian pour régler nos affaires et partis à l'hôpital où le médecin anglais, après 15 jours, me conseilla de filer en Europe. Ma conviction est que cette douleur dans l'articulation, si elle avait été soignée dès les premiers jours, se serait calmée facilement et n'aurait pas eu de suite. Mais j'étais dans l'ignorance de cela. C'est moi qui ai tout gâté par mon entêtement à marcher et à travailler excessivement. Pourquoi au collège n'apprend-on pas de la médecine au moins le peu qu'il faudrait à chacun pour ne pas faire de pareilles bêtises? Si quelqu'un dans ce cas me consultait, je lui dirais « Vous en êtes arrivé à ce point, mais ne vous laissez jamais amputer. Faites-vous charcuter, déchirer, mettre en pièces, mais ne souffrez pas qu'on vous ampute. Si la mort vient, ce sera toujours mieux que la vie avec des membres de moins. Et cela beaucoup l'ont fait. Et si c'était à recommencer, je le ferais. Plutôt souffrir 1 an comme un damné que d'être amputé. » Voilà le beau résultat. Je suis assis, et de temps en temps je me lève et je sautille 100 de pas sur mes béquilles et je me rassois. Mes mains ne peuvent rien tenir. Je ne puis en marchant détourner la tête de mon seul pied et du bout des béquilles, la tête et les épaules s'inclinent en avant et vous bombez comme un bossu. On ricane à vous voir sautiller. Rassis, avec les mains énervées et les selles sciées, et la figure d'un idiot. Le désespoir vous reprend et vous restez assis comme un impotent complet, pleurnichant et attendant la nuit qui rapportera l'insomnie perpétuelle et la matinée encore plus triste que la veille, etc., etc. La suite au prochain numéro. Arthur Rimbaud. Voici une lettre d'Isabelle, la sœur de Rimbaud, à sa maman. Marseille, mercredi 28 octobre 1891. Ma chère maman, Dieu soit 1000 fois béni. J'ai éprouvé dimanche le plus grand bonheur que je puisse avoir en ce monde. Ce n'est plus un pauvre malheureux réprouvé qui va mourir près de moi. C'est un juste, un saint, un martyr, un élu. Pendant le courant de la semaine passée, les aumôniers étaient venus le voir 2 fois. Il les avait reçus, mais avec tant de lassitude et de découragement qu'il n'avait pas osé lui parler de la mort. Samedi soir,
toutes les religieuses firent ensemble des prières pour qu'il fasse une bonne mort. Dimanche matin, après la grand-messe, il semblait plus calme et en pleine connaissance. L'un des aumôniers est revenu et lui a proposé de se confesser. Et il a bien voulu. Quand le prêtre est sorti, il m'a dit, en me regardant d'un air troublé, d'un air étrange, « Votre frère a la foi, mon enfant. Que nous disiez-vous donc? Il a la foi. Et je n'ai même jamais vu de foi de cette qualité. » Moi, je baisais la terre en pleurant et en riant. Oh Dieu, quelle allégresse, même dans la mort, même par la mort. Que peuvent me faire la mort, la vie et tout l'univers et tout le bonheur du monde maintenant que son âme est sauvée? Seigneur, adoucissez son agonie, aidez-le à porter sa croix, ayez encore pitié de lui, ayez encore pitié, vous qui êtes si bon. Oui, si bon. Merci mon Dieu, merci. Quand je suis rentrée près d'Arthur, il était très ému, mais ne pleurait pas. Il était sereinement triste, comme je ne l'ai jamais vu. Il me regardait dans les yeux comme il ne m'avait jamais regardé. Il a voulu que je m'approche tout près. Il m'a dit, « Tu es du même sang que moi. » « Crois-tu, dit, crois-tu » J'ai répondu, « Je crois. » D'autres plus savants que moi ont cru. Crois. Et puis, je suis sûre à présent, j'ai la preuve. Cela est, et c'est vrai, j'ai la preuve aujourd'hui. Il m'a dit encore avec amertume, « Oui, ils disent qu'ils croient. Ils font semblant d'être convertis, mais c'est pour qu'on lise ce qu'ils écrivent. C'est une spéculation. » J'ai hésité, puis j'ai dit, « Oh non, ils gagneraient davantage d'argent en blasphémant. » Il me regardait toujours avec le ciel dans les yeux. Moi aussi. Il a tenu à m'embrasser, puis « Nous pouvons bien avoir la même âme, puisque nous avons un même sang. » Tu crois alors? Et j'ai répété, « Oui, je crois, il faut croire. » Alors il m'a dit, « Il faut tout préparer dans la chambre, tout ranger. Il va revenir avec les sacrements, tu vas voir, on va apporter les cierges et les dentelles. Il faut mettre des linges blancs partout. Je suis donc bien malade. » Il était anxieux, mais pas désespéré comme les autres jours, et je voyais très bien qu'il désirait ardemment les sacrements, la communion surtout. Depuis, il ne blasphème plus jamais. Il appelle le Christ en croix, et il prie. Oui, il prie, lui. Mais l'aumônier n'a pas pu lui donner la communion. D'abord, il a craint de l'impressionner trop. Puis Arthur crachant beaucoup en ce moment et ne pouvant rien souffrir dans sa bouche, on a eu peur d'une profanation involontaire. Et lui, croyant qu'on l'a oublié, est devenu triste. Mais il ne s'est pas plaint. La mort vient à grands pas. Je t'ai dit dans ma dernière lettre, ma chère maman, que son moignon était fort gonflé. Maintenant, c'est un cancer énorme entre la hanche et le ventre, juste en haut de l'os. Ce moignon qui était si sensible, si douloureux, ne le fait presque plus souffrir. Arthur n'a pas vu cette tumeur mortelle. Il s'étonne que tout le monde vienne voir ce pauvre moignon auquel il ne sent presque plus rien. Et tous les médecins, il en est déjà bien venu 10 depuis que j'ai signalé ce mal terrible, tous les médecins restent muets et terrifiés devant ce cancer étrange. À présent, c'est sa pauvre tête et son bras gauche qui le font le plus souffrir, mais il est le plus souvent plongé dans une léthargie qui est un sommeil apparent, pendant lequel il perçoit tous les bruits avec une netteté singulière. Pour la nuit, on lui fait une piqûre de morphine. Éveillé, il achève sa vie dans une sorte de rêve continuel. Il dit des choses bizarres très doucement, d'une voix qui m'enchanterait si elle ne me perçait le cœur. Ce qu'il dit, ce sont des rêves. Pourtant, ce n'est pas la même chose du tout que quand il avait la fièvre.
On dirait, je crois, qu'il le fait exprès. Comme il murmurait ces choses-là, la sœur m'a dit tout bas, « Il a donc perdu connaissance. » Mais il a entendu et il est devenu tout rouge. Il n'a plus rien dit. Mais, la sœur partie, il m'a dit, « On me croit fou. Et toi, le crois-tu » ? Non, je ne le crois pas. C'est un être immatériel presque, sa pensée s'échappe malgré lui. Quelquefois, il demande aux médecins si eux voient les choses extraordinaires qu'il aperçoit, et il leur parle et leur raconte avec douceur, en termes que je ne saurais rendre, ses impressions. Les médecins le regardent dans les yeux, ces beaux yeux qui n'ont jamais été si beaux et plus intelligents. Ils se disent entre eux, c'est singulier. Il y a dans le cas d'Arthur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Les médecins d'ailleurs ne viennent presque plus, parce qu'Arthur pleure souvent leur parlant, et cela les bouleverse. Il reconnaît tout le monde. Moi, il m'appelle parfois Jamie, mais je sais que c'est parce qu'il le veut et que cela rentre dans son rêve voulu ainsi. Au reste, il mêle tout, et avec art. Nous sommes au Harar, nous partons toujours pour Aden et il faut chercher les chameaux, organiser la caravane. Il marche très facilement avec la nouvelle jambe articulée. Nous faisons quelques tours de promenade sur de beaux mulets richement harnachés. Puis il faut travailler, tenir les écritures, faire des lettres. Vite, vite, on nous attend, fermons les valises et partons. Pourquoi l'a-t-on laissé dormir? Pourquoi ne l'aidai-je pas à s'habiller? Que dira-t-on si nous n'arrivons pas aujourd'hui? On ne le croira pas sur parole, on n'aura plus confiance en lui. Et il se met à pleurer en regrettant ma maladresse et ma négligence, car je suis toujours avec lui, et c'est moi qui suis chargée de faire tous les préparatifs. Il ne prend presque plus rien en fait de nourriture, et ce qu'il prend, c'est avec une extrême répugnance. Aussi a-t-il la maigreur d'un squelette et le teint d'un cadavre. Et tous ces pauvres membres paralysés, mutilés, morts autour de lui. Ô Dieu, quelle pitié! À propos de ta lettre et d'Arthur, ne compte pas du tout sur son argent. Après lui, les frais mortuaires payés, voyages, etc., il faut compter que son avoir reviendra à d'autres. Je suis absolument décidée à respecter ses volontés, et quand même il n'y aurait que moi seule pour les exécuter. Son argent et ses affaires iront à qui bon lui semble. Ce que j'ai fait pour lui, ce n'était pas par cupidité, c'est parce qu'il est mon frère. Et que, abandonné par l'univers entier, je n'ai pas voulu le laisser mourir seul et sans secours. Je lui serai fidèle après sa mort comme avant, et ce qu'il m'aura dit de faire de son argent et de ses habits, je le ferai exactement, quand même je devrais en souffrir. Que Dieu m'assiste et toi aussi. Nous avons bien besoin du secours divin. Au revoir ma chère maman. Je t'embrasse de tout cœur. Isabelle, la sœur d'Arthur Rimbaud.
C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.